Bienvenue, merci à tous de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. La Banque centrale de la BCEAO a rendu public les comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire pour l'année 2020. Le solde est positif, 607 milliards de francs CFA sur les échanges extérieurs. Par contre, le compte des transactions courantes est ressorti déficitaire de 3,2% du PIB. Cette étude permet d'analyser les échanges. On parle de cohésion sociale à Yopougon, à Oumé et dans plusieurs autres localités du pays. Des rencontres sont initiées pour promouvoir le vivre ensemble. Des festivals culturels, des rencontres sportives soutenues par les autorités ivoiriennes en vue de renforcer la cohésion nationale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan défend les intérêts de l'Afrique et entend accentuer son partenariat avec les pays du continent. C'est ce qui ressort des travaux du 3e sommet Turquie-Afrique. La délégation ivoirienne y est conduite par la ministre Kandia Camara. Et puis en France, la Haute Autorité de Santé s'est prononcée aujourd'hui en faveur de la vaccination anti-Covid des enfants de 5 à 11 ans. Mais cette vaccination ne sera ni exigible ni obligatoire. Bonsoir à tous. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a rendu public les comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire pour l'année 2020. Il en ressort un solde positif de 607 milliards de francs CFA sur les échanges extérieurs, une hausse de 270 milliards par rapport à 2019. Par contre, le compte des transactions courantes est ressorti déficitaire de 3,2% du PIB. C'est une étude qui vient permettre d'analyser la balance des paiements. Didier Nguessan. C'est un exercice annuel de bonne gouvernance auquel se soumet la Côte d'Ivoire. La diffusion des comptes extérieurs du pays et 2020 ne déroge pas à la règle. Pour ce faire, 815 entreprises et institutions internationales ont été enquêtées. Les statistiques de la balance des paiements jouent un rôle important dans le domaine de l'analyse économique, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la compétitivité d'une économie en matière d'échanges extérieurs et d'attractivité des flux des capitaux étrangers. En 2020, le compte des transactions courantes est ressorti déficitaire de 3,2% du PIB. Les échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, par contre, ont abouti à un solde global positif de 607 milliards de francs CFA après l'excédent de 477,7 milliards de francs CFA enregistré en 2019. C'est l'analyse pertinente de ces données qui permet aux décideurs de faire des choix éclairés de politique économique et financière, d'anticiper et de réagir avec célérité et efficacité aux changements structurels et aux évolutions conjoncturelles de l'environnement économique national, régional et international. La diffusion des comptes extérieurs résulte de la mission de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, de superviser et de rendre compte des relations financières des États de l'UEMOA avec le reste du monde. Mettre à la disposition des PME ivoiriennes pour l'année 2022 une ligne de crédit de plus de 1400 milliards de francs CFA. Les banques et établissements financiers s'y sont engagés à la faveur de la 5e édition du forum dénommé « La finance s'engage ». Mahama Traoré. Des PME résilientes et innovantes au plus fort de la crise sanitaire. N'empêche que la pandémie est venue accroître davantage leurs difficultés d'accès au financement. C'est ce que révèle une enquête diligentée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Selon Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, un récent rapport de la BAD, Banque africaine de développement, évalue entre 3,9 et 4,2 milliards de dollars le déficit annuel de financement des PME en Côte d'Ivoire. 80 à 90% des PME d'Afrique subsaharienne connaissent des contraintes de financement importantes. Privées de cet accès au marché des financements, les PME sont obligées de mobiliser en majorité des fonds propres, ce qui n'est pas viable à long terme. Ce qu'on a vu en fait, c'est une proportion d'entreprises déclarant une performance moins bonne que l'année dernière qui a doublé. C'est un manque de flexibilité par rapport aux conditions d'accès au financement. Et puis enfin, c'est un fonds de réponse à la Covid dont seulement 20% des ressources ont été en fait utilisées.
1491 milliards de francs CFA. C'est le chiffre à retenir de ce 5e forum La Finance s'engage. Il représente le montant cumulé des lignes de crédit que l'ensemble du système bancaire et financier promet de mettre à la disposition des PME en 2022. L'État entend aussi faire sa part afin de favoriser la création de richesses au niveau de ce tissu entrepreneurial. Il est prévu la mise en place d'un modèle de guichet unique. Cette structure pourra permettre donc dès 2022 l'encadrement de l'accompagnement des PME depuis donc la structuration, depuis la formalisation, la création d'entreprises, l'accompagnement financier, la prise de participation. Les participants au forum La Finance s'engage sont unanimes sur un fait, celui de développer de nouveaux mécanismes de financement en faveur des PME, tels les assurances, le crédit bail ou encore le capital investissement. On reste en économie. Après 25 années d'activité, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et le dépositaire central Banque font les comptes. À Cotonou, les acteurs majeurs de ces institutions envisagent d'engager les réformes capables de rendre attractive l'activité boursière. Lanciné Bakayoko est notre envoyé spécial au Bénin. En 25 ans d'activité, la BRVM et le dépositaire central Banque de règlement, les deux structures centrales du marché financier de l'UEMOA ont franchi plusieurs caps opérationnels majeurs. Entre autres, le démarrage de la cotation électronique décentralisée, le passage à la cotation quotidienne, la réduction des délais de règlement et de livraison, le passage de la cotation au fixing à la cotation en continu et désormais à la bourse en ligne. Nous étions partis avec 35 sociétés cotées, nous en sommes à 46. Nous étions partis avec une ligne obligataire, nous en sommes à 95. Nous sommes partis de 1000 milliards de capitalisation, nous en sommes à 13 000 milliards. Donc, il y a eu quand même du progrès. Mais il nous faut aller plus loin. Il faut qu'on arrive à attirer plus d'émetteurs obligataires, surtout du secteur privé. Et il faut que nous puissions faire en sorte que le marché, par sa taille globale, représente un pourcentage plus important dans le PIB de notre Union. Les SGI ont beaucoup évolué pendant ces 25 années. Elles ont beaucoup contribué au développement de ce marché. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des intermédiaires. On est passé d'un nombre de 12, 13 depuis la création à aujourd'hui 33 SGI. Donc notre bilan est satisfaisant. Cette tendance devrait se bonifier avec l'ouverture d'un troisième compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux entreprises à fort potentiel de croissance. Quand on a mis de côté, au lieu d'aller dépenser dans les festivités, c'est de mettre de côté, c'est d'investir à la bourse, c'est d'acheter des titres. Et donc ainsi, on contribue à préserver déjà ce qu'on a et on contribue également au bon fonctionnement du marché. Deux panels ont meublé les travaux de Cotonou. Un panel présidentiel animé par le ministre béninois du Plan, Abdoulaye Biotchané, relatif aux défis du financement des économies ouest-africaines. Et un autre dispensé par de hauts responsables en charge de l'intégration sous-régionale. Le sommet Turquie-Afrique nous conduit à Istanbul. Le président Recep Tayyip Erdogan entend accentuer son partenariat avec les pays africains. La délégation ivoirienne conduite par la ministre Kandia Camara a pris part aux travaux et ensuite une rencontre avec la communauté ivoirienne vivant en Turquie a permis de faire un premier bilan de ce sommet. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Istanbul, Michel Digré. 10 chefs d'État et 102 ministres ont préparé à ce sommet qui resserre davantage les liens entre la Turquie et l'Afrique. Le président Recep Tayyip Erdogan est aux côtés des pays africains pour défendre leurs intérêts. C'est une grande injustice que le continent africain, avec sa population de 1,3 milliard d'habitants, ne soit pas représenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Les développements de ces dernières années nous montrent à tous que permettre aux 5 pays membres de l'ONU de désigner le destin du monde entier était une erreur. Autre sujet abordé au cours du sommet, les relations commerciales entre la Turquie et l'Afrique.
La ministre Kandia Camara a par ailleurs porté un message du président Alassane Ouattara à son homologue turc. Après le sommet, Kandia Camara a tenu à rencontrer les consuls honoraires de Côte d'Ivoire, mais également la communauté ivoirienne vivant en Turquie et en Ukraine. Je voudrais, au nom du personnel de l'ambassade et de la communauté ivoirienne, vous adresser mes vifs remerciements pour cette rencontre que vous avez accepté de tenir avec nos compatriotes en dépit de votre agenda chargé. Les ministres Kobenan Kwasi Adjoumani et Pierre Demba ont présenté quelques acquis de ce sommet. Nous avons pu travailler avec mon homologue turc pour voir comment on peut avoir l'assistance nécessaire pour aller très vite, pour profiter donc de leur vécu et ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux, pour la conception, l'organisation et la mise en place d'un système de santé publique qui touche toutes les couches de la population. Si les Turcs s'installent en Côte d'Ivoire pour développer des secteurs d'activité comme la transformation du cacao, de notre noix de cajou, pour faire du riz, pour envoyer des machines vraiment de dernière génération, et en la matière, la Turquie est bien placée, c'est vous qui allez le plus en profiter. Et la ministre Kandia Camara d'enfoncer le clou. Vous avez entendu le président plusieurs fois dire, c'est vrai, il y a un ministère de la diaspora, mais c'est pour préparer le retour de nos frères et sœurs de la diaspora. Pour dire qu'il y a de la place pour vous, il y a des opportunités pour vous. Nous sommes venus encourager, comme on a dit, les Turcs à venir en Côte d'Ivoire. Quand ils viennent s'installer, ils cherchent d'abord ceux qui ont été formés chez eux, ceux qui connaissent leur culture, parce qu'ayant vécu chez eux, ceux qui ont été formés selon leurs normes, et puis ceux qui comprennent aussi leur langue. Et les Turcs viennent de plus en plus nombreux, donc il y a du travail. Les liens entre l'Afrique et la Turquie se sont fortement améliorés sous l'ère Erdogan. Il y a 13 ans, 10 ambassades africaines étaient présentes à Ankara. Aujourd'hui, l'on décompte 37. Dans l'actualité sanitaire, voyons maintenant le bilan du jour en Côte d'Ivoire et les avancées à l'échelle internationale dans la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 47 nouveaux cas de Covid-19, 19 personnes déclarées guéries et 0 décès. 322 cas de Covid-19 sont encore actifs dans le pays et on compte 6 322 957 doses de vaccins administrées depuis le 1er mars. En France, la Haute Autorité de Santé s'est prononcée aujourd'hui en faveur de la vaccination anti-Covid pour les enfants de 5 à 11 ans. Mais cette vaccination ne sera ni exigible ni obligatoire. La Haute Autorité propose que les parents qui le souhaitent puissent donc faire vacciner leurs enfants à compter de la mise à disposition des doses en formulation pédiatrique. Elle préconise aussi de vacciner en priorité les collégiens de moins de 12 ans. Dans la lutte contre le changement climatique, le Comité national de télédétection et d'information géographique met en place un groupe de travail. Il s'agit pour ces experts de trouver des stratégies durables et efficaces pour de meilleurs résultats. Grâce Kando. Un groupe de travail composé d'acteurs gouvernementaux, scientifiques, publics et privés a planché sur les changements climatiques. Quel outil de résilience face à la dégradation de l'écosystème ivoirien? C'est une initiative du Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG. 12 mois après, l'heure est à la restitution. Le résultat, il y a un portail. Il y a d'abord tous les acteurs qui sont dans le domaine et qui doivent être impliqués, ont été répertoriés. Les problématiques qui sont soulevées dans les différents secteurs ont été répertoriées. Et des outils concrets au niveau de la technologie, au niveau des projets pilotes ont été identifiés et sera mis en exécution. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ces résultats contribueront aux efforts que la Côte d'Ivoire déploie pour l'atteinte de ses ambitions dans les initiatives bas carbone. Non, mais nous saluons cette initiative qui contribue à améliorer nos activités au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, surtout en matière de changement climatique. Nous revenons de la COP 26 à Glasgow
et beaucoup de résolutions ont été prises. La Côte d'Ivoire aussi a beaucoup gagné dans cet échange d'énergie et de vision. Et nous trouvons que c'est une occasion, encore une fois, d'échanger avec la population, toutes les strates de la société, pour que chacun puisse être l'acteur ou le défenseur de son environnement. Les résultats des travaux seront consignés dans un rapport final et mis à la disposition des décideurs. Dans le prolongement de la protection de l'environnement, l'opération Grand Ménage est à sa 48e édition. En cette période de fête, il s'agit d'assainir le cadre de vie. La cérémonie officielle a eu lieu à Séguéla, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les 6 communes des départements de Séguéla et de Kani ont reçu des lots de matériel de salubrité. Le zoo national d'Abidjan, fermé pour réhabilitation. Un an après, ça y est, les travaux sont terminés. Ce matin, le ministre des Eaux et Forêts a pu le constater. Et c'est un nouveau décor avec aussi de nouvelles espèces animales que le grand public pourra découvrir. Et cela dès demain, date de l'ouverture officielle. Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. Aménagement de sécurité interne avec du béton, une vitrine pour une meilleure observation des reptiles, une grille de sécurité depuis le point d'observation, une clinique pour les animaux, un espace de divertissement dédié au public. Ce sont autant d'aménagements qui donnent ce nouveau visage au zoo national d'Abidjan. Fermé en septembre 2020 pour des travaux de remise à niveau, le parc animalier d'Abidjan est maintenant fonctionnel. La grande innovation, c'est le parc d'attractions qui va permettre aux jeunes, aux enfants, en plus d'avoir vu un parc animalier, mais de se divertir avec des attractions cinéma, glacier, jeux d'enfants. Il y aura une pizzeria même. Une occasion longtemps attendue par les employés de cet établissement et par la population. On est très content de la réouverture du zoo. En fait, ça va permettre de relancer les activités du zoo, de montrer à quel point on est concerné par le bien-être des animaux et tous les efforts qui ont été mis en place pour que les animaux du zoo soient en meilleure santé et soient dans un meilleur environnement. Cette ouverture-là est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on aura l'occasion de voir peut-être même des espèces même qui étaient en voie de disparition et autres. Là, vraiment, ça serait un grand plaisir pour moi. La rénovation s'est déroulée en 3 phases, le nettoyage du site, l'entretien des bâtiments et l'aménagement des espaces dédiés aux animaux. Le coût global de cette réhabilitation est de 530 millions de francs CFA. Il fallait mettre un accent sur le bien-être des animaux. Donc avant de rajouter des espèces, il fallait d'abord pouvoir contrôler le plan de connexion animale et essayer d'améliorer les conditions animales. Ce sur quoi on a mis l'accent. Donc dans toutes les différentes espèces, on a vraiment essayé de mettre l'accent sur le bien-être. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, s'imprègne du nouvel environnement des pensionnaires du zoo. Nous sommes en contact avec des pays où ils ont des animaux qui sont prêts à échanger, à nous donner, en Europe comme en Afrique. Oui, au niveau sécuritaire, oui, nous avons pris des dispositions, renforcer déjà l'espace où sont les animaux, et puis aussi avec une sécurité humaine autour du site, pour préserver la sécurité des populations qui viennent visiter, mais aussi pour empêcher les intrusions. Le zoo d'Abidjan a été créé en 1972. Il abrite plus de 10 espèces animales. Et voilà qui va assurément attirer du beau monde dans cette période de fête, et cela dès demain 21 décembre. Et en vue de sécuriser cette période festive, la police nationale a démarré une opération spéciale d'appui à la sécurisation, à la fluidité routière et aussi à la lutte contre les incivilités. Elle va courir jusqu'au 15 janvier 2022 à Boussanogo. Préfecture de police d'Abidjan. Les grandes articulations de l'opération dite opération spéciale à la sécurisation de la zone sud, à la fluidité routière et à la lutte contre les incivilités sur les routes sont déroulées en présence du préfet de police d'Abidjan, Siaka Dosso. L'objectif est de permettre aux populations de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Le dispositif de fluidité et de lutte contre les incivilités est passé en revue. Il va permettre de faire respecter le code de la route. Pour la réussite de cette opération, les hommes de la préfecture de police d'Abidjan ont reçu 20 motos. Ils vont multiplier les patrouilles dans la zone sud, comprenant Marcory,
Trècheville et Koumassi. Aux abords des établissements bancaires et financiers, décongestionner les voies embouteillées, retirer de la circulation et mettre en fourrière les véhicules dans un état de dégradation avancé et aussi empêcher les réparations des véhicules le long des voies. Et permettre à la police d'être proche des événements, pour permettre à nos concitoyens de fêter dans la quiétude et que la circulation soit fluide à leur niveau. Le préfet de police d'Abidjan, Siaka Dosso, s'est lui-même rendu sur le terrain. Ici, nous sommes à la gare nord, dans la commune d'Adjamé. Il s'agit de juguler de façon efficiente le flux important du trafic routier et lutter contre les vols à main armée durant la période des fêtes de fin d'année. La sécurisation des populations et aussi la lutte contre l'impunité, le racket, restent des priorités pour le gouvernement ivoirien. Le tribunal militaire d'Abidjan vient de condamner à 6 mois de prison ferme un fonctionnaire de police. L'homme s'est rendu coupable d'extorsion de fonds sur la somme de 5 000 francs CFA à un transporteur à Boussanogo. L'adjudant de police Adou, condamné à 6 mois de prison ferme pour racket assorti d'une amende de 50 000 francs CFA. Ainsi en a décidé le tribunal militaire d'Abidjan. Sergent-chef au moment des faits en 2015, Adou est en service au commissariat du 28e arrondissement d'Atekoubé. Les faits. Courant 2015, l'adjudant Adou délivre un récépissé provisoire de retrait de pièces au sieur Sawadogo Isiaka et lui exige la somme de 11 000 francs CFA comme condition afin de lui restituer les dites pièces. Sawadogo Isiaka se rend donc au commissariat du 28e arrondissement pour payer et récupérer les pièces de son véhicule. Finalement, au lieu de 11 000 francs, c'est la somme de 5 000 francs que Adou accepte et lui restitue les pièces sans délivrer de reçu au contrevenant. Il va toutefois lui réclamer le récépissé de retrait de pièces. Trouvant cette attitude suspecte, Sawadogo Isiaka saisit l'unité de lutte contre le racket, qui à son tour rend compte au commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi Berna Kwame. Après 2 semaines d'audience, le tribunal militaire d'Abidjan l'a condamné à 6 mois fermés de prison pour des faits d'extorsion de fonds assortis d'une amende de 5 000 francs CFA. Le prochain procès contre le racket et la corruption aura lieu le mercredi 22 décembre au tribunal militaire d'Abidjan. Plus de 400 élèves officiers, chapelains et juges de la paix ont reçu leurs épaulettes. La promotion contre-amiral Ange Kessi est à sa première graduation après une première étape de la formation qui, elle, va durer encore 2 années. Avec ces insignes, ils sont des officiers défenseurs des droits de l'homme, des juges de la paix et d'aumôniers militaires. Bargoretti et Didier Nguessan. Plus de 400 élèves officiers, chapelains et juges de la paix promotion contre-amiral Ange Kessi ont reçu leur première graduation. Ces insignes font d'eux les officiers défenseurs des droits de l'homme, des juges de la paix et des aumôniers militaires de la WCAHR UN Africa. Aujourd'hui, c'est une grâce pour moi, un honneur d'être parmi les officiers, chapelains et juges de paix pour le compte des Nations Unies. Recevoir une épaulette aujourd'hui, pour moi, ça représente beaucoup de fierté. Et je me sens gracieuse, je me sens privilégiée parmi tant d'autres personnes sur le territoire ivoirien. Ces élèves officiers comptent aussi des élèves venus du Ghana et du Tchad. Le général Joseph Mathias Lebailly, haut commandant de la WCAHR UN Africa, a rappelé aux impétrants qu'ils sont des soldats sans armes. Le commandement Afrique de notre organisation, que j'ai l'honneur de diriger, a pour mission régalienne le renforcement de la cohésion nationale entre tous les habitants d'ici et d'ailleurs, sans distinction de race, de religion, de région, de parti ou mouvement politique. Nos grades sont des grades militaires. Et ces grades militaires sont reconnus dans tous les pays qui ont ratifié la Charte des Nations Unies. Cette graduation intervient après la première phase de formation. La suite s'étendra sur les 2 années à venir. Le parrain de la cérémonie, le contre-amiral Ange Kessi, a encouragé ses filleuls à l'abnégation au travail. Vous êtes là pour donner à la paix ses lettres de noblesse. Vous avez embrassé une carrière, celle qui défend la paix. Parmi vous, certains seront juges. Ceux qui seront commis à d'autres fonctions en rapport avec la paix, je vous suggère de le faire avec amour, avec dévouement, avec volonté.
La WCAHR UNAFRICA est une organisation internationale pour la défense des droits de l'homme avec pour mission, entre autres, la formation des juges de paix ainsi que des officiers aumôniers, l'ouverture de cours de médiation et de paix dans les pays africains ayant ratifié la Charte des Nations Unies. Sur la scène culturelle à Boisseau, c'est la fin de la 4e édition du festival touristique, gastronomique et commercial du Sud Comoé, dénommé Sud Comoé Agnentié. Ce festival met en valeur les atouts culturels de la région. Alforassa. Danse à Bodan, Kente, cérémonie de puberté, cérémonie de la nouvelle accouchée, musique tradie moderne, parade royale. Nous sommes de plein pied dans la culture Agni-Sanvi d'Aboisseau, peuple en attraction au festival Sud Comoé Agnentié à Aboisseau qui connaît son apothéose. Pendant 14 jours, ce festival a permis au peuple Agni-Sanvi de faire montre de ses valeurs culturelles afin d'amener les jeunes générations à se l'approprier. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de la vertu touristique et attractive du Sud Comoé. Notre grande fierté s'appuie sur le fait que cet événement est devenu un outil de promotion de nos valeurs culturelles. Nous restons fiers parce que nos chants, parce que nos danses, parce que nos rites, notre art culinaire, nos instruments de musique, nos parures, nos vêtements sont découverts, connus et admirés de tous. Ce festival qui se veut fédérateur a vu également la présence de plusieurs rois, chefs traditionnels et des membres du gouvernement, dont les ministres Arlette Badou, Sianou Fofana, Anne-Désiré Ouloto, ainsi que de hautes personnalités de l'État, dont l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, et Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat. Chers festivaliers, à travers Sud Comoé Agnentié, vous apportez une contribution significative à la préservation de la cohésion sociale par ce beau brassage culturel qui favorise le vivre ensemble. Votre entente, votre cohésion doit servir d'exemple pour qu'ensemble nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire. Il y a un grand bonheur qui arrive à toute la Côte d'Ivoire. Ce bonheur passe par le Sud Comoé. Cette journée d'apothéose a été riche et même très riche au plan culturel. Le festival Sud Comoé Agnentié était à sa 4e édition. Un autre festival nous conduit dans la ville de Oumé. Des chants et des danses traditionnelles du terroir ont réuni du beau monde. Il s'agit de mettre en avant la cohésion et le vivre ensemble. Mama Traoré. Ici à Oumé, nous vivons en parfaite harmonie avec tout le monde. Et cette harmonie doit perdurer pour le maintien de la cohésion sociale. Tel est le pari pris par la jeunesse de la localité en organisant le festival du peuple d'Oumé, Peudoum. L'objectif de cette initiative étant d'unir à travers cette fête des rites culturels séculaires, celles de la fraternité entre les peuples. Ils sont également les puissantes racines pour bâtir notre union, dessiner notre avenir et créer l'amour entre nous. La 2e édition du Peudoum s'est tenue au stade municipal d'Oumé avec pour parrain le ministre Amédée Kouakou. Il a loué la vision de rassemblement qu'incarne ce festival. Chaque fois qu'il va y avoir des Ivoiriens qui vont travailler dans le sens de la paix, dans le sens de la cohésion, dans le sens de mettre tout le monde ensemble, dans le sens d'aller dans la vision du président Alassane Ouattara, nous serons là. Parce que c'est la seule façon de développer notre pays. C'est la seule façon pour que nos jeunes enfants qui sont là, qui vont à l'école, puissent avoir donc du travail. Ce 2e festival Peudoum était placé sous le thème « Culture et coutumes, moyen pertinent de renforcement de la cohésion sociale entre les peuples ». Des danses et chants du terroir ont constitué les grandes articulations. Dans la commune de Yopougon, c'est le sport qui a été choisi pour réunir et pour renforcer la cohésion. Le tournoi de Maracana de la fraternité, doté du trophée Amadou Gon Coulibaly, a connu son apothéose ce dimanche. Mahama Traoré et Théodore Zouzou nous conduisent à cette ambiance. Le ministre Adama Diawara donne ainsi le top départ de la finale du tournoi de Maracana de la fraternité, doté du trophée Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Une initiative de la jeunesse du quartier Toit-Rouge de Yopougon pour promouvoir le vivre ensemble. Nous appelons toute la jeunesse de Yopougon, en particulier et celle de la Côte d'Ivoire en général, à œuvrer pour la cohésion, la paix, le social et l'entente entre tous les Ivoiriens.
Cette finale s'est déroulée dans un esprit fair-play et a été remportée par l'équipe de Nouveau Quartier en rouge et blanc, au détriment de celle de Camp Militaire en vert et noir. Intermède musical à la grande joie des jeunes, mais aussi des populations riveraines de l'espace Niawa, puis la récompense de toutes les 16 équipes participantes par le parrain Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il les invite à privilégier le vivre ensemble et à faire du civisme le socle de leur comportement. Le football en particulier est un facteur d'union, de fraternité et de cohésion. Ces valeurs cardinales si chères au chef de l'État et ces valeurs sans lesquelles justement aucun développement n'est possible. L'appel que nous lançons à nos jeunes frères, parfois même à nos enfants, c'est de savoir que dans la vie, il y a un temps pour tout. À leur âge, le temps, c'est à l'étude, c'est au travail. Pour le moment, ce qu'on leur demande, c'est d'aller à l'école, d'étudier et surtout de respecter le calendrier académique qui a été concocté par les autorités scolaires et universitaires. Le tournoi de la fraternité en est à sa première édition. Il a démarré le 5 décembre dernier avec 16 équipes issues de 16 quartiers de la commune de Yopougon. Merci à tous de votre attention. Retrouvez à 23h Marine Cognan pour d'autres informations sur RTI 1. Moi, je vous dis bonsoir et à demain.